Dans le cas où on est à plus d'une dimension, eh bien, il va falloir faire en sorte que nos fonctions caractéristiques, les xi ici, soient des fonctions de type cosinus, toujours si on est sur des approximations de fonctions paires, euh, et de faire en sorte du coup que les dimensions des états soient prises en compte. Donc ici, en fait, le S, ici, c'est un vecteur d'état. Donc si par exemple mon vecteur d'état est à dimension k, eh bien j'ai des paramètres S1, S2, S3, etc. jusqu'à Sk. Donc S est un vecteur à k composantes et chacun des SI est compris entre 0 et 1, donc qui est dans l'intervalle fermé 0, 1, ce qui va nous permettre, si la période est de 2, de considérer que notre fonction est paire et d'utiliser des sommes de cosinus. Et du coup, en fait, il va falloir mixer ces différents états, S1, S2, S3, etc. Et donc l'idée, en fait, c'est de venir construire des coefficients, nos fameux CI ici. Donc on va avoir autant de coefficients que de dimensions. Donc par exemple, si je suis à 4 dimensions, eh bien, je vais avoir C1, C2, etc. jusqu'à CK. Et chacun de ces composantes-là, en fait, va pouvoir prendre plusieurs valeurs. Et les valeurs qu'on va pouvoir prendre, eh bien, ce sont des valeurs entières, donc 0, 1, 2, etc., jusqu'à l'ordre n. Et du coup, comme ça, on va donc obtenir au total n plus 1 puissance k coefficients. Ces coefficients-là vont donc nous permettre de créer un vecteur, et en faisant le produit scalaire entre l'état S et ce coefficient CI, eh bien on va pouvoir mixer les différents états et les différents coefficients à l'intérieur de notre cosinus. Donc le plus simple ici, c'est de prendre un exemple. Supposons par exemple qu'on est à deux dimensions. Donc si je suis à deux dimensions, j'ai un état S qui est représenté par deux valeurs numériques, S1 et S2. Et je souhaite faire une approximation d'ordre 5. Donc si je souhaite faire une approximation d'ordre 5, eh bien déjà, sachant que je suis à deux dimensions, mes CI ici, et ça va être cela, je vais avoir C1, C2, et du coup il va falloir que je trouve les valeurs à mettre dans C1i et C2i. Et comme je suis à l'approximation d'ordre 5, mes i ici, ils vont aller de la valeur 1 jusqu'à la valeur n plus 1 puissance k. Donc le n ici, je suis à 5, l'ordre 5, n c'est l'ordre, donc ça va me faire 5 plus 1, c'est-à-dire 6. Et k ici, c'est la dimension, donc je vais avoir 6 au carré, c'est-à-dire 36. Donc les i qui sont ici, ils vont prendre les valeurs 1, 2, 3, etc. jusqu'à 36. Ce qui fait que les différents coefficients qui vont m'intéresser, eh bien ça va être C1, C2, C3, etc. jusqu'à C6, C7, C8, C9 jusqu'à C12. Donc je vais les prendre par paquet de 6 comme ça. Et du coup, le coefficient C1, eh bien, je vais lui donner, il va avoir la valeur 0, 0. Le coefficient C2, je vais lui donner la valeur. Donc ça, c'est les valeurs entières qui sont là, que je donne à mon coefficient. Donc C2, il va valoir 0, 1. C3, il va valoir 0, 2, etc. jusqu'à C6, qui va valoir 0, 5. Donc là, je vais jusqu'à l'ordre 5. Donc je vais de 0 à 5. Et puis, donc ça, c'est mon premier paquet. Premier lot des coefficients C2, C1, C6. Après, les 6 autres, de C7 à C12, eh bien, ça va être 1, 0, 1, 2, 1, 3, etc. jusqu'à 1, 5. Après, de C13, etc., etc. Et les 6 derniers, de C31 à C36, eh bien, ça va être 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 5. Donc là, en fait, j'ai fait toutes les possibilités, toutes les paires possibles avec des valeurs entières comprises entre 0 et 5. Voilà. Et comment je vais utiliser ces caractéristiques? Eh bien, je vais les utiliser à l'aide. Comment je vais utiliser ces coefficients pour trouver les caractéristiques? Je vais utiliser cette formule-là. Donc, je vais avoir, comme j'ai 36 coefficients, je vais avoir 36 caractéristiques. Ma première caractéristique, x1, eh bien, ça va être cosinus de pi fois mon état. Donc, mon état, c'est le vecteur S1, S2, multiplié par ma première coefficient C1, et mon premier coefficient C1, c'est 0, 0. Et donc ça me fait cosinus 0. Ensuite, ma deuxième caractéristique, x2, ça va être cosinus de pi fois s, hein, je reprends toujours cosinus de pi s, multiplié par, enfin scalaire, ma deuxième caractéristique ici. Et ma deuxième caractéristique, c'est 0, 1. Et donc si on calcule ça, ça fait cosinus pi s2. Puis après, je vais faire ma troisième caractéristique, ça va être pi s par C3,
donc cosinus 2 pi S2, etc., jusqu'à ma sixième caractéristique qui va utiliser ce coefficient-là. Donc je vais avoir cosinus 5 pi S2. Après, je passe aux caractéristiques x7, x8, etc. Donc x7, eh bien, ça va être cosinus pi S scalaire C7. Donc ça va me faire cosinus pi S1. Et là, on voit que à partir de x8, eh bien, on commence à mélanger les deux, les deux composantes de mon état. Donc sur x8, je vais avoir cosinus pi S1 plus pi S2. Sur x9, je vais avoir cosinus pi S1 plus 2 pi S2, etc. Et puis, on va venir faire toutes les possibilités possibles jusqu'à cosinus 5 pi S1, cosinus 5 pi S1 plus pi S2, etc. jusqu'à cosinus 5 pi S1 plus 5 pi S2. Donc du coup, on a en fait, on refait ce qu'on avait fait en une dimension, à savoir des combinaisons linéaires avec des fréquences qui sont multiples de la fréquence de base. Ici, ma fréquence de base, c'est 1. Sauf que, bah, au lieu d'avoir une dimension, c'est-à-dire pi S1, 2 pi S1, 3 pi S1, 4 pi S1, 5 pi S1, on a deux dimensions. Pi S1 plus pi S2, pi S1 plus 2 pi S2, etc. On a S1 et S2 qui rentrent. Et, euh, et ce qui peut être intéressant, c'est de voir à quoi ça ressemble. Donc si on trace quelques bases en deux dimensions ici, on va obtenir ça. Voilà, donc là j'ai tracé la base 0, 0, donc mon premier coefficient 0, 0, donc c'est une constante. 0, 0, c'est celui-là, cosinus 0, voilà, cosinus 0, ça fait 1, donc en fait, ici, j'ai une constante. Voilà, après, le deuxième coefficient, 0, 1, c'est mon x2, celui-là. Donc x2, ça ferait cosinus pi S2. Cosinus pi S2, pour S2 qui varie entre 0 et 1, et bien en fait, il a cette forme-là. Donc on voit que ici, j'ai une constante dans ma première dimension. Le 0 qui est là, en fait, dit que la première dimension, donc la dimension des x, va être constante. Ici, c'est constant en x. Par contre, en y, ça change. Donc j'ai en fait, là j'ai un cosinus. Voilà, j'ai une demi-période de cosinus ici. Et puis pareil, ici, ça c'est le coefficient C1, ça doit être celui-là, le x7 ici, c'est celui-là. Et donc celui-là, bah, la deuxième dimension est nulle. Ça veut dire que ça, là, je vais avoir un cosinus, mais dans l'autre dimension, dans la première dimension. Donc mon cosinus, il va aller de bas en haut ici. Donc il est constant dans la deuxième dimension. Dans la deuxième dimension, toutes ces valeurs-là sont constantes ici. Et puis ici, on commence à mélanger les dimensions. Donc celui-là, c'est le 1, 1. Et le 1, 1, c'est, alors est-ce que je l'ai fait? Je ne sais plus. Le 1, 1, oui, il est là, c'est celui-là. C'est x8, celui-là. Donc celui-là, c'est un mélange des deux dimensions. Et donc là, on commence à avoir des choses un petit peu plus complexes. Et puis, ça, c'est le 0,5. Donc en fait, ça, c'est celui avec une fréquence de 5, mais sur la seconde dimension. Donc là, j'ai mon cosinus ici qui a une fréquence de 5. Et là, on mélange les deux fréquences. Donc voilà à quoi ressemblent les bases de Fourier en deux dimensions. Alors, un petit exemple d'application de ces bases. Ici, je viens approximer la fonction hyperbolique. Donc, je vais venir tracer la fonction et l'approximer avec un ordre 1. Donc en rouge ici, on a la fonction hyperbolique xy, et en bleu ici, c'est l'approximation de cette fonction avec l'ordre 1. Et si je mets par exemple un ordre 2, eh bien, on va avoir plus d'ondulation, parce qu'il y a plus de cosinus et de sinus qui vont rentrer en ligne de compte. Et plus je vais augmenter l'ordre, plus je vais me rapprocher de ma fonction hyperbolique que je suis en train d'essayer d'approximer. Voilà. Donc c'est exactement la même chose qu'en une dimension. En fait, on fait une combinaison linéaire des fonctions caractéristiques, et on les ajoute avec les bons coefficients. Sauf qu'au lieu de les ajouter, euh, voilà, donc plus j'augmente le nombre de termes, plus je me rapproche de ma fonction estimée. Et si je mets un ordre 0, eh bien j'ai ma constante. Voilà, c'est ma fameuse constante qui était là. J'ai juste celle-ci. Donc pour terminer, quelques mots sur l'exploitation des bases de Fourier dans l'apprentissage par renforcement. D'une manière générale, il est conseillé d'utiliser un taux d'apprentissage spécifique pour chaque caractéristique. Comment on fait pour le calculer? On utilise cette formule-là. Donc lorsque je serai sur la caractéristique CI, eh bien, je pourrai la calculer. J'utiliserai un taux d'apprentissage alpha i
qui sera alpha, le taux d'apprentissage global, divisé par ce facteur-là. Et si jamais j'ai des CIJ qui valent 0, eh bien comme je ne peux pas ici diviser par 0, je prendrai mon alpha i qui sera égal au taux d'apprentissage global. Petit mot sur les limites des approximations de Fourier. En fait, elles ne fonctionnent pas bien avec les discontinuités. C'est-à-dire que lorsqu'on essaie d'approximer des fonctions qui ont des discontinuités, eh bien, on aura des problèmes parce qu'on aura des ondulations. On aura beaucoup d'ondulations. En fait, on le voit ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, là, on aura ce genre d'ondulation. Si par exemple, je souhaitais approximer non pas une droite, mais une dent de scie, j'aurais là sur ma dent de scie, j'aurais une discontinuité ici, et du coup j'aurais des ondulations comme ça. Donc au niveau des discontinuités, les séries de Fourier nous créent des ondulations, ça c'est quelque chose qui peut être gênant. Et puis encore une fois, d'une manière générale, lorsque notre dimension est inférieure ou égale à 5, eh bien on peut approximer à l'ordre n et prendre l'ensemble des caractéristiques qui ont été construites. Mais par contre, si la dimension est supérieure à 5, eh bien, il est préférable de prendre des sous-ensembles des caractéristiques d'ordre n, parce que les calculs deviennent assez longs à faire.